La première chose qui est frappante, c'est l'espèce de dialogue entre le très court terme, l'urgence, et le long terme. C'est intéressant de regarder par exemple la crise climatique à cette lumière, parce que c'est la même chose en fait. Le climat, la raison pour laquelle on a du mal à se mobiliser, c'est que ce que je fais ici et maintenant, ça va avoir un impact dans 50 ans sur les générations futures. Et aujourd'hui, on le fait plutôt pas, enfin plutôt mollement. Et puis, ce que je fais ici et maintenant, en fait, ça a un impact ailleurs sur la planète. Le changement climatique, il est global. Donc, d'une certaine façon, la crise, elle a amené cette espèce de dialogue entre le très court terme, le sens de l'urgence, et le long terme, et le fait de faire des choses pour d'autres individus qui sont à l'autre bout du temps, j'allais dire, à l'autre bout de l'échelle temps, et à l'autre bout du globe. Et puis, il y a autre chose qu'on a vu qui n'est pas inintéressant pour les transformations, c'est qu'on a vu, en gros, que l'impossible, ce dont on nous dit tout le temps, ah ben non, c'est pas possible parce que tu comprends, il y a ceci, il y a cela, en fait, devenait possible, mais comme ça. J'étais frappée de lire que, par exemple, chez Nike, alors je vais prendre un exemple d'une grosse entreprise privée, la durée moyenne, normalement, qu'il faut pour entre ils décident de lancer une innovation ou d'envisager une innovation et le moment où elle est sur le marché, c'est 18 mois. Là, ils l'ont fait sur les visières qu'ils ont produites avec uniquement des composantes qu'ils utilisaient pour les chaussures. Ils l'ont fait en 2 semaines. On a vu à Nantes tout le projet Maker, là où des makers se sont associés au CEA, à Renault, à l'hôpital, à l'université. Enfin, c'était des partenariats hyper contre nature. En temps normal, on aurait dit, ah non, mais c'est des gens qui n'ont pas du tout la même culture, c'est pas possible qu'ils travaillent ensemble. Or, ils ont fait, en un temps record aussi, en utilisant les usines la nuit, etc., un respirateur hyper low cost qui coûte je crois 1000 euros au lieu de 10 000 pour un respirateur moyen dans des délais hyper rapides avec ces partenariats un peu contre nature. Donc je pense que ce qui ressort et si on essaie de résumer les messages pour la transformation interne ou externe d'ailleurs dans les entreprises, dans les organisations en général, il y a deux choses qui sortent, c'est que le leadership vient de l'action, ça n'empêche pas de mettre ça en mots, etc. Mais à un moment ça vient quand même de ce que vous faites concrètement. Et puis, l'idée qu'on peut influencer les autres ou créer un effet d'entraînement qui fait que, un peu comme dans la théorie du point de bascule, la minorité silencieuse entraîne, enfin la minorité active pardon, entraîne la majorité silencieuse. Cet effet d'entraînement-là, il vient des collaborations. La transition écologique sortira renforcée de tout ça uniquement, j'allais dire si et seulement si, comme en mathématiques, elle apporte aussi des solutions à la crise économique. Plus qu'une relance par l'écologie, c'est une relance par le local qu'il nous faut. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de thèmes de la transition écologique qui sont absolument locaux. L'économie circulaire, par définition, n'a de sens que localement. La production d'énergie renouvelable, souvent, n'a de sens que localement. Donc il y a beaucoup de thèmes de la transition écologique qui en réalité sont de l'économie locale et qui donc sont meilleurs pour la planète mais aussi très bons pour l'emploi. C'est de ne pas idéaliser ni là où on en est, ni où on était avant, selon les postures des gens. Pas se dire, ah là là, le bon vieux temps, c'était trop bien quand on allait au bureau et qu'on était tous ensemble tout le temps. Bah oui, il y avait des choses qui étaient bien, mais il y en avait d'autres qui étaient moins bien. Et le télétravail, il y a des trucs qui sont top et des aspects qui sont plus embêtants. Le fait de ne pas idéaliser, et ça je pense notamment dans l'action publique, c'est hyper important. Il y a un garçon que j'aime beaucoup qui est un Brésilien qui s'appelle Jaime Lerner qui a été, alors je crois 5 fois maire de Curitiba au Brésil et 3 fois gouverneur de l'État du Paraná. Lui, quand il a transformé Curitiba, il a dit on va agir sur les déchets, les transports publics et les espaces verts. Il faut avant tout agir sur quelques points comme des points d'acupuncture dont on pense que c'est des points d'énergie pour faire basculer le système. Il faut lancer les projets, les produits, etc. avant qu'il soit parfait, sans qu'il soit parfait. Il dit à un moment, ça compte plus de lancer vite, mais de lancer, plutôt que de se dire ah non mais il faut qu'on retravaille encore parce que là c'est pas complet, etc. Pour qu'une action soit efficace ou qu'un projet soit efficace, il faut à la fois du descendant et de l'ascendant, c'est-à-dire du top-down, un truc qui vient du haut, d'accord, le cadre, de l'infrastructure, de la réglementation, etc. Et de l'ascendant, c'est-à-dire de l'initiative publique, l'initiative citoyenne, mais avec l'idée d'avoir cette espèce de boucle en permanence où on fait l'un et l'autre, où l'un se nourrit de l'autre, que les expérimentations nourrissent les futures réglementations, les futures infrastructures. On voit comment ça alimente le changement de comportement lui-même nourrit aussi les évolutions, etc.
Donc je donne des cours sur le climat depuis une dizaine d'années et un jour avec mes étudiants, je leur ai proposé de prendre des graphiques du GIEC et de les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Alors j'ai fait un pas de côté, je les ai regardés travailler, j'ai écouté leurs discussions et là j'ai compris que ce qui se passait dans leur tête en faisant cet exercice, c'était un petit peu le même cheminement que moi j'avais eu quand je me suis formé sur le GIEC. Et j'ai donc considéré que cet atelier allait être productif sur le plan pédagogique. Donc je l'ai systématiquement utilisé dans mes cours. Donc je l'ai amélioré d'année en année jusqu'à ce qu'il devienne très autoporteur et que jusqu'à ce qu'il fasse la preuve également de sa capacité à passer à l'échelle. Et là, je me suis dit que cet outil qui marchait bien, qui permet d'éduquer les citoyens sur les questions de changement climatique, de les former, cet outil, il fallait le mettre à disposition de la transition énergétique pour justement sensibiliser et former massivement les citoyens et également les entreprises et les décideurs dans les entreprises. Parce que le jour où les citoyens et les entreprises expliqueront aux hommes politiques et aux femmes politiques ce qu'ils doivent faire sur le climat, ben ils le feront. En fait, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, quand on prend 150 personnes tirées au hasard et puis qu'on leur donne les bons niveaux d'information pendant 5 week-ends en l'occurrence sur le changement climatique, eh bien, ils aboutissent à des conclusions et des propositions qui sont ambitieuses et qui sont à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée, après que les propositions aient été faites? Ni le politique, ni le grand public n'a été capable d'accepter l'intégralité de ces propositions, alors que les membres de la Convention s'étaient eux-mêmes auto-restreints pour ne pas aller trop loin, ils avaient peur que ce ne soit pas encore acceptable. Donc on voit du coup l'importance de cette formation, de cette sensibilisation. Donc ces 150 citoyens, eux, ils ont eu la chance de passer le temps nécessaire pour comprendre le sujet et ils sont arrivés aux conclusions qui vont bien. Et le problème, c'est qu'on a 65 millions de Français qui doivent faire le même chemin. Et donc il va falloir beaucoup de travail et d'efforts pour sensibiliser. On sous-estime énormément cette importance de la sensibilisation, y compris chez les acteurs de la transition eux-mêmes. Et ça a été documenté par des psychologues, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas un sujet, on surestime ses compétences sur ce sujet. Et quand on connaît bien un sujet, non seulement on sous-estime ses compétences sur le sujet, mais on surestime celles des autres. Et c'est ça qui se passe en fait. Quand on est un acteur de la transition, quand on connaît les questions de climat, d'écologie, de RSE, et qu'on travaille dessus depuis 10 ans, 20 ans, on considère comme acquis que ces choses sont partagées par tout le monde. Et ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est des psychologues l'ont mis en lumière et aujourd'hui, ça nous permet un peu de comprendre ce gap qui existe entre les acteurs de la transition et le reste de la population qui sont très loin derrière en termes de compréhension. Et bien, il va falloir rattraper ce retard, ce qui veut dire que dans les prochaines années, le premier point de l'agenda de la transition, c'est la sensibilisation et c'est l'information et la formation du public. Il y a une interview d'Étienne Klein sur France Inter un matin du mois de juillet où il parle d'un sondage qui a été fait auprès des Français sur la chloroquine, avec des Français qui ont un avis que la chloroquine c'est bien, d'autres que la chloroquine c'est pas bien, et alors que quand on demande à un véritable scientifique, lui il a la bonne réponse qui est « je ne sais pas ». Sur un sujet qui est extrêmement technique, on demande au commun des mortels ce qu'il en pense. Il y a des gens qui ont un avis alors qu'ils ne sont pas du tout compétents dans le domaine. Et alors que ceux qui sont compétents n'ont justement pas d'avis parce qu'eux, ils savent que ce n'est pas si simple que ça. Donc voilà, ça illustre très bien l'effet Dunning-Kruger. Alors les entreprises, dans un premier temps, comme tout le monde, il faut qu'elles se forment sur le sujet et puis qu'elles forment les salariés. Ensuite, il y en a beaucoup qui ont pris des engagements. Bon, quand on voit les engagements qui sont hyper ambitieux, on se doute qu'en vrai, elles n'ont pas bien compris où elles vont et elles n'ont pas vraiment mesuré l'ampleur de ce qu'elles avaient annoncé. Mais c'est important que les entreprises prennent des engagements sur la transition carbone et qu'elles commencent à travailler sur réduire leur empreinte carbone. Mais en fait, ça, ce n'est pas suffisant et c'est loin d'être suffisant. Il va également falloir que les entreprises travaillent sur les émissions dont elles sont dépendantes et pas seulement celles dont elles sont responsables. Alors, je vais prendre 2 secondes pour expliquer la différence entre les deux. Dans le bilan carbone, on a le scope 1 et 2 qui représente essentiellement les émissions qui ont lieu sur le périmètre de l'entreprise et c'est donc les émissions dont elles sont responsables. Et en effet, il faut qu'elles travaillent à les réduire. Voilà. Dans le scope 3 du bilan carbone, on a l'usage des biens et des services qui sont produits par ces entreprises et ce ne sont pas des émissions dont elles sont responsables,
Ce sont les émissions, par contre, dont elles sont dépendantes. Donc, je vous donne un exemple. Si vous fabriquez une voiture, vous n'êtes pas responsable directement de l'essence qui sera mise dans cette voiture et des émissions de CO2 qui découlera de l'usage de cette voiture. C'est votre client, c'est l'utilisateur qui sera responsable de ces émissions. Pour autant, vous êtes bien dépendant de ces émissions puisque si les citoyens se mettent à moins rouler, moins acheter de voitures, eh ben votre chiffre d'affaires va en pâtir. C'est-à-dire que vous allez moins vendre de voitures parce que d'autres acteurs que vous auront décidé de baisser leur empreinte et ça se traduira à un moment donné par peut-être moins d'achats de voitures. Donc c'est important pour les entreprises de ne pas se contenter de regarder les émissions dont elles sont responsables, mais de surtout se focaliser sur celles dont elles sont dépendantes pour pouvoir anticiper les choses et adapter leur business model. Pourquoi? Parce que sinon elles risquent de disparaître, donc ça va faire du chômage, de l'emploi en moins, c'est quand même très dommage. Et puis surtout, ces entreprises, si à un moment donné ça coince pour elles, elles vont faire un lobbying qui est dans le mauvais sens. Elles vont aller voir les politiques et elles vont faire du chantage qui sera en plus complètement justifié. Ça va être, écoutez, si vous nous mettez ce bonus-malus sur les voitures, moi je mets tant de milliers de personnes au chômage et en plus ce sera vrai. Parce qu'elles n'auront pas anticipé, elles n'auront pas préparé le terrain. Il faut réduire ces émissions, il faut également anticiper l'avenir et se poser les questions de qu'est-ce qui va se passer, quelle va être ma raison d'être dans un monde qui a décidé de rester en dessous des 2 degrés, parce que, tout simplement, elles n'ont pas la main sur le fait que le monde décidera ou pas de rester sous les 2 degrés. Et il faut qu'elles fassent ce pari qu'on va y aller. Du coup, le monde va être extrêmement différent. Et même si on est incapable de savoir exactement ce qui va se passer, il y a des trucs sur lesquels on a quand même quelques indices. Les entreprises, ensuite, elles vont devoir penser leur business model en anticipant ces changements du monde. Et elles vont elles-mêmes coincer sur d'autres sujets. Elles vont coincer parce que leurs clients ne sont pas prêts, parce que leurs fournisseurs ne proposent pas ce qu'il faut, parce que leurs actionnaires ne sont pas d'accord, parce que la législation n'est pas adaptée, etc. Et pour autant, il ne faudra pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faudra aller voir ses clients et les éduquer. Il faudra aller voir ses fournisseurs et les forcer à produire les services bas carbone qu'on attend. Il faudra aller voir le législateur pour lui dire que la loi n'est pas adaptée. Les entreprises vont aussi aller voir leurs concurrents pour, ensemble, en tant que fédération, en tant que filière industrielle entière, expliquer que maintenant on pourrait aller plus loin, mais ce n'est pas possible parce que financièrement ça ne vaut pas le coup. Des investissements dans des solutions bas carbone vont coûter trop cher tant que le prix du carbone n'est pas assez élevé et elles peuvent tout à fait aller réclamer des nouvelles règles du jeu, des nouvelles normes, un prix du carbone qui rendra intéressant financièrement ces investissements qui restent à faire. Il y a quelque chose à faire pour la transition et puis en fait on se rend compte que c'est pas possible parce que, eh bien parce que il faut s'y attaquer, ça devient un projet en tant que tel et il faut faire sauter ce verrou. Et ça se fait en collaboration certainement avec d'autres acteurs, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut y aller et travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Bien, le ministère de la Transition écologique a énormément de leviers à disposition pour justement attaquer les questions du climat. Un des leviers, c'est justement la sensibilisation et la formation sur les questions d'environnement, à la fois au sein du ministère, tout simplement, que l'ensemble des agents connaissent bien ce sujet, également autour du ministère, c'est-à-dire toutes les parties prenantes avec qui les agents, les cadres travaillent, et également le grand public. Le ministère de la Transition écologique devrait être le moteur de cette diffusion, de cette sensibilisation et de cette formation sur le changement climatique. Donc la fresque du climat peut être un des outils pour ça, c'est quelque chose qui marche bien, qui se déploie facilement. Donc je vous inviterai volontiers à prendre comme objectif de déployer cette fresque sur le périmètre de l'ensemble des agents du ministère, et ce, dans des délais rapides, comme un an et demi maximum, histoire que le ministère soit en avance sur le reste de la population française. Je pense que déjà, c'est les qualités d'un bon leadership tout court, c'est-à-dire avoir une boussole, avoir le sens, savoir où on veut aller, déjà. Avoir une éthique aussi, parce que dans la façon d'y aller, la question d'éthique, elle est centrale. Une capacité ensuite à écouter et à construire ensemble. Je pense qu'il y a 30 ans,
le leadership était très surplombant. Aujourd'hui, pour moi, un bon leadership, c'est celui qui sait accueillir la diversité des points de vue et créer les conditions de mise en mouvement. C'est aussi, dans le leadership en général, la capacité à décider et à assumer. Parce que si on discute mais que ça ne se traduit pas par des actes, ça ne change pas. Ça, c'est d'une manière générale. Dans le leadership de la transition, c'est la capacité à faire le pas de côté en plus. C'est-à-dire à désobéir à la pensée unique, à évoluer en milieu hostile, soit par l'inertie des systèmes, les problèmes juridiques, les problèmes financiers, tout simplement les enjeux d'imaginaire. On ne l'a jamais fait. Et donc s'affronter à ces questions-là, ça va aller recruter des savoir-être particuliers. Et je dirais donc en conclusion qu'il y a une dimension peut-être un peu de pionnier. Mais en même temps, si on est juste le pionnier qui se sent bien parce qu'il est en avant de la troupe, mais qui est bien dans cette posture presque isolée, sacrificielle quasiment, il ne se passe rien. Et donc il faut quelque part une posture de pionnier passeur. C'est-à-dire une capacité à faire le pas de côté. Ce n'est pas les organisations qui font le pas de côté, c'est les humains. Et on attend ça d'un leadership, mais en même temps de créer les conditions de l'appropriation et de la construction collective, le passeur. Quand on a tout ça, ça fait déjà beaucoup de choses à réunir ensemble, mais là, ça le fait. Je dirais que déjà, dans l'exemple de Los Angeles, de ce qu'on a analysé sur toute une série de territoires qui ont fait de la transition, on voit bien qu'on est affronté à un problème de changement d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a une tendance à considérer le développement un peu comme une continuité et les représentations du développement, la taille des bâtiments, la puissance de la ville, etc., c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être questionné. Et donc la capacité à faire apparaître des nouveaux imaginaires, c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est des questions culturelles, c'est des questions dans la façon, par exemple, de faire des voyages apprenants pour aller voir autre chose et changer les représentations. Une fois qu'on a dit ça, pour autant, ce n'est pas parce qu'un nouveau possible apparaît qu'on va y aller facilement, parce qu'on s'affronte à toutes les résistances au changement, qui sont des résistances personnelles, des résistances collectives et des résistances, je dirais, institutionnelles. Le droit, la norme, par exemple. Bon. Et donc, par rapport à ça, il y a toute une série de règles, et on ne va pas faire ici toutes les théories de la conduite de changement, mais par exemple, on change à la fois individuellement et collectivement. S'il n'y a pas les deux, ce que j'ai observé dans ma commune, ça ne le fait pas. Un agriculteur ne change pas tout seul. Il va changer parce qu'il y a un noyau qui se constitue et qui va bouger collectivement. Et puis, il y a une façon d'aller chercher les pionniers, de dire que les pionniers sont en fait des précurseurs et non pas des déviants. Bon, voilà, il y a toute une série de petites choses. Alors, dans la capacité à amener, il y a à la fois ce cadre général qui change, mais il y a aussi de l'expérience du code source, de ce qu'on appelle le code source de Los Angeles. Juste, je les cite, je n'aurai pas le temps de les développer, des ressorts qui fonctionnent bien. Un, s'inscrire dans une logique de récit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de se transformer si on leur demande de se renier. Ça ne marche pas. Et donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai porté l'inscription du bassin minier à l'UNESCO comme étant une façon de tourner une page et de se projeter autrement vers l'avenir. Ensuite, on a besoin d'engagement et de leadership engagé pour faire le pas de côté, mais de processus coopératifs, je viens de le dire juste avant. Et ensuite, on a identifié 4 piliers. 1, implication des habitants, à la fois parce qu'ils ont une expertise d'usage, mais aussi parce qu'eux-mêmes se transforment dans l'action, ils montent en capacitation. 2, attraper le sujet par le systémique. Si moi, dans ma commune, je n'apporte pas de réponse à l'emploi, j'ai beau faire des politiques environnementales merveilleuses, je ne suis pas crédible parce que ça ne fait pas système. Et donc, le systémique amène à des changements managériaux très importants dans les institutions, des nouvelles méthodes de travail. 3, une culture de l'innovation qui est une culture de la désobéissance qui réussit, une innovation, une désobéissance qui réussit. Et donc, c'est comment je crée de la confiance progressivement avec des projets qui montent de plus en plus en innovation. Et 4, et c'est le dernier, c'est ma petite poétique du changement, c'est l'étoile et les cailloux blancs. C'est-à-dire que pour vraiment changer, il faut qu'on ait une étoile qui nous fait rêver, qui nous met en désir, qui brille dans le ciel. Mais si l'étoile, on ne peut pas y accéder, qu'elle n'est pas pour nous, alors ça nous met en colère, ça nous met en rage, ça nous met en sidération, en frustration. Et donc pour éviter ça, il faut des cailloux blancs. Des cailloux blancs qui vont baliser le chemin. Alors l'étoile, elle se recule en avançant, mais c'est pas grave. Et même si on ne l'atteint pas au sens propre, ce qui compte, c'est d'être en chemin. Dans l'exemple de Los Angeles, on n'a pas réglé tous les problèmes.
Par contre, on a le sentiment qu'on a repris prise sur notre destin. Et une de nos étoiles, c'est de devenir la première ville intégralement solaire. Bon, on n'est pas près d'y être, parce que chaque toiture, il y en a pour un moment. Mais vu l'avancement, vu l'implication des citoyens qui mettent de l'épargne locale, etc., on va très vite couvrir beaucoup de surface. Donc l'étoile, c'est la ville solaire. Le premier caillou blanc, c'était une centrale au sol au pied des terris. Le deuxième caillou blanc, c'était l'église faite avec la communauté catholique, implication habitante. Le troisième qu'on vient de finir, c'est toutes les salles de sport et toutes les salles de la ville. Et le quatrième, c'est les toitures privées qu'on attaque. Eh bien, avec ces processus-là, finalement, on a à la fois la vision qui se redégage, on a des projets concrets, ce que moi j'appelle des objets transactionnels, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble à la réussite du projet, ça casse les codes, ça casse l'isolement de chacun, et là on réussit des choses merveilleuses. Je pense que c'est difficile parce que l'État a un rôle dans l'application de la réglementation, un rôle de garant dont on a besoin. Mais en même temps, on a aussi besoin que l'État ne soit pas que censeur ou prescripteur et qu'il puisse aider à ce que ça germe. Et alors, est-ce que l'État pour autant va devenir facilitateur? Ce nouveau mot, je ne crois pas, compte tenu de sa posture. Mais en tout cas, la façon dont il peut créer le soutien aux pionniers et aux initiatives, le dézoomage par rapport à une situation donnée en permettant des rencontres, donc finalement dans un dispositif d'ouverture, dans un dispositif de rencontre avec d'autres types d'acteurs, dans la façon de signaler les appels à projets, ce qui se passe au niveau européen, il y a tout un travail de soutien à la capacité d'initiative territoriale. En tout cas, il y a besoin d'une posture qui soit en même temps, qui donne un cadre, et en même temps qui soit bienveillante, qui ne soit pas arrogante, et qui puisse être apporteuse de réponses, de décentrage, de travail collectif. C'est un art pas facile. C'est probablement plus facile pour les agents dans les services déconcentrés, proches des collectivités. Au niveau central, on est beaucoup dans les grands cadres. Je pense aussi que sur la question du sens, les fonctionnaires d'État, de ce que j'ai toujours observé, ont une très grande attention à cette question du sens de leur travail. C'est pas par hasard s'ils ont fait ça plutôt que des métiers dans le business. Bon. Et là, c'est peut-être à la façon dont on laisse une place à la fonction publique aujourd'hui au XXIe siècle, là, pour trouver un espace qui soit en même temps un espace de conviction pour ces gens qui sont formés, je répète, qui ont besoin de sens, tout en ayant leur métier qui est quand même de donner le cadre. Et là, il y a probablement des évolutions dans la façon d'accompagner l'initiative dans la fonction publique, d'accompagner des processus probablement plus collectifs, d'être moins descendant. Mais c'est un chantier compliqué, parce qu'à un moment donné, l'État, ça atterrit chez les préfets, puis ça atterrit chez les sous-préfets, puis on est quand même dans des systèmes extrêmement hiérarchisés. Et donc la transformation culturelle de l'État reste un chantier énorme. Mais l'État travaillant sur la notion d'intérêt général et de sens public, c'est un acteur majeur de la transition dans laquelle on est engagé. La fabrique des transitions correspond à cette idée que la vérité n'est pas à Paris, même s'il y a des éléments extrêmement intéressants. La vérité n'est pas dans les territoires, même si les territoires sont apporteurs. La vérité n'est pas chez les experts. C'est qu'à l'heure où la société de la connaissance fait qu'on a accès au savoir, où aujourd'hui il y a une recherche de construction collective, on le voit dans l'entreprise, on le voit partout, c'est qu'il y a besoin d'une nouvelle forme d'alliance de ceux qui se battent sur la question de l'intérêt général. Nous, ce qu'on porte, c'est cette idée d'une communauté apprenante qui va développer le pair à pair, qui va développer les voyages apprenants, qui va développer le partage de ressources. Comment, par exemple, les réseaux de l'énergie
au lieu de venir buter sur le plafond de verre des modèles économiques qu'ils ne maîtrisent pas bien ou des modèles d'implication habitante, vont trouver au sein de la communauté apprenante de la Fabrique des transitions des alliés, puisqu'on appelle ça une charte, on a une charte d'alliance, donc des alliés avec qui ils vont pouvoir co-construire des réponses. Donc c'est le dépassement des limites de chacun, c'est de la puissance considérablement accentuer le fait de le faire ensemble. C'est de la déstabilisation des représentations et un maire qui parle à un autre maire, ça va changer beaucoup plus ces deux maires-là que tous les discours descendants qu'on va leur faire. Donc il y a cette dimension communauté apprenante et puis il y a une dimension accompagnement de territoires qui veulent entrer en transition, mais sur de l'accompagnement amont, on n'est pas des consultants, mais c'est d'aider les territoires à positionner leurs projets de transition sans qu'il y ait d'intérêt financier. Bon, c'est une aventure qui ne fait que démarrer. 250 organisations ont signé la charte d'alliance et à chaque fois qu'on rencontre des territoires, l'idée de rentrer dans une dynamique collective, ça leur fait ça, quoi. Ça leur fait, ouais, je me sens moins en situation isolée et ça donne envie d'y aller. Donc moi, je pense que c'est porteur avant tout d'une dynamique collective. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a 4 qualités nécessaires pour un leader de la transition. La première, je dirais, c'est de faire preuve de courage et d'ambition. C'est-à-dire qu'on peut être un peu déprimé par ce qu'on essaie de changer, qui ne change pas assez vite, qui n'atteint pas les résultats qu'on voudrait, etc. Et en même temps, l'ampleur des défis qu'on a face à nous nécessite de, au contraire, y faire face avec plus de courage, plus d'ambition, c'est-à-dire ne pas hésiter à fixer des objectifs très radicaux, très ambitieux, en se disant, nous, on s'appelle l'utopie, un peu pour ça. Il y a une jolie phrase d'un écrivain sud-américain qui dit l'utopie, dès que j'avance, elle recule devant moi, mais justement, elle sert à ça, elle sert à avancer. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est la capacité à passer à l'acte, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. A fortiori, dans la période de crise qu'on vit aujourd'hui, il y a une urgence sur plein de sujets, et donc il y a une prime et clairement un comportement de leader dans le simple fait de passer à l'action. Même si, encore une fois, le système n'est pas parfait, c'est pas très grave, on vit à l'ère du faire, à l'ère des makers, à l'ère où finalement ce qui prime, c'est l'utilité concrète de ce qu'on va faire pour la société. Et donc il y a une prime à passer à l'acte, et par ailleurs, on en reparlera peut-être, il y a des vertus au fait de lancer rapidement des systèmes qui peut-être ne sont pas parfaits, ce qui va permettre aux citoyens, notamment aux parties prenantes, de rentrer dans ces interstices pour modifier le système, se l'approprier. Donc ça a aussi des vertus. Peut-être la troisième qualité, c'est la transparence. Il faut vraiment avoir en tête aujourd'hui, qu'on soit un leader dans les services publics ou les entreprises, que plus personne n'attend d'une entreprise qu'elle soit parfaite. On attend d'une entreprise surtout qu'elle soit honnête et transparente sur ce qu'elle fait bien, mais aussi là où elle échoue, les défis qu'elle rencontre, les difficultés qu'elle rencontre, parce que la capacité finalement à mettre ça en discussion, en débat, c'est aussi une façon de poser les bases pour les progrès qui restent à faire. Donc finalement, ça rassure énormément et beaucoup plus qu'une organisation ou un leader qui dirait ne vous inquiétez pas, on maîtrise tout. Voilà. Et puis peut-être la quatrième qualité, c'est le fait d'arriver à avoir une approche, je dirais, non binaire sur les choses. Je pense que le temps des approches binaires qui vous disent soit c'est ça, ça marche plus, c'est un piège pour la pensée par ailleurs. Mais je vais prendre un exemple. Au moment du Covid, on a beaucoup parlé de mondialisation, relocalisation. Et typiquement, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup. Et je pense que poser ce débat-là en disant soit on relocalise à 100%, soit on reste dans une économie mondialisée à 100%, ça n'est pas réaliste. On ne peut pas tout relocaliser. On est tellement loin, le taux d'autonomie alimentaire des territoires calculé par nous, c'est 2%. On est tellement loin des 100%.
que c'est complètement pour le coup utopique dans le mauvais sens de dire on veut relocaliser 100%. En revanche, c'est très réaliste de se dire on va relocaliser par tranche de 10% et c'est déjà énorme et ça apportera des emplois, du lien social, moins d'impact climatique, etc. Donc il faut les deux en vérité. C'est pas relocalisation à 100% ou mondialisation à 100%. Et il va falloir apprendre à vivre dans des logiques non binaires où on fait même chose en termes d'action publique, du descendant et de l'ascendant. Pas l'un ou soit tout participatif, soit tout autoritaire. Ça ne marche pas non plus. Alors, je crois qu'il y a un rôle des autorités publiques en général, c'est de nous parler du projet de société qu'il ou elle propose. Donc c'est une espèce de mise en récit, on dirait de storytelling, mais pas dans le sens publicitaire du terme. On sait aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur cette histoire de nouveaux récits, nouveaux imaginaires, qui montrent très clairement que raconter les nouveaux imaginaires du futur, c'est la meilleure façon d'activer notre capacité à les créer. Et finalement, on fait un peu l'économie de cette étape-là. Et du coup, typiquement sur les sujets de transition écologique, on a l'impression souvent que certains, notamment des organisations qui emploient beaucoup d'ingénieurs, nous présentent ça comme une compilation ou un empilement de mesures techniques et en disant mais ça va suffire. Maintenant, on sait que ça ne suffit pas, qu'il n'y a pas que la dimension technique, il y a le hard et il y a aussi le soft, les comportements, les usages, les normes sociales, etc. Et pour faire changer ça, il faut absolument cette dimension soft de mise en récit, qui n'est pas que du blabla, du pipeau, etc., qui peut l'être parfois, mais qui gagne à ne pas l'être et qui est nécessaire pour donner envie de cette transition, parce que, comme disait le rapport de la FING sur le sujet, toute transition suppose une destination et un chemin. Et il disait fort justement dans leur rapport sur les transitions que dans le cas de la transition écologique, on avait d'une certaine façon la destination, mais pas le chemin. Et donc, ces récits sont nécessaires à la fois pour nous reparler de la destination, genre ça vaut le coup de faire les efforts qu'on va devoir faire parce que le but final est bénéfique pour tout le monde, pour le plus grand nombre et pour chacun. Et en même temps, le récit peut raconter comment on va y aller. Pour qu'on voit, parce que les gens peuvent avoir, on n'aime pas trop changer nos habitudes, etc. Or, il va falloir changer nos modes de vie, changer nos façons de faire du business, etc. Donc faire cette mise en récit, c'est absolument nécessaire. Ça, c'est en général. Alors, il n'y a pas que l'État qui peut faire ça, d'ailleurs, de raconter le projet de société, c'est quand même le boulot, je trouve, des politiques. Mais il y a aussi mobiliser les médias, mobiliser les artistes, enfin des gens qui sont assez peu sollicités au fond sur les questions de transition écologique et qui peuvent contribuer, les marques, par la publicité, les budgets marketing, etc., qui peuvent contribuer à ça. Spécifiquement dans le moment qu'on traverse actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un autre sujet qui est de montrer, mais vraiment de manière hyper convaincante, en quoi la transition écologique peut aussi être une réponse à la crise économique. Parce que là, on va être tellement dans une situation où les gens seront stressés par la dimension crise économique de la chose. Et on voit bien, typiquement sur le climat, on va cette année avoir les réductions d'émissions équivalentes à en fait, ce qu'il faudrait qu'on ait chaque année pour atteindre les objectifs des accords de Paris, mais sans la crise sanitaire et sans la crise économique. Donc c'est colossal. Et donc il faut absolument montrer en quoi la transition écologique porte en elle aussi des solutions à la crise économique. Sinon, notre message sur la transition écologique ne sera pas entendu parce que les gens vont stresser pour leur job, pour leur entreprise, etc. Or, il y a dans la transition écologique toute une série de dimensions. Nous, on parle beaucoup chez Utopie de relance par l'économie locale. Donc clairement, toute la dimension dont je parlais d'économie locale, de plus grande autonomie des territoires, ça crée de l'emploi, qui n'est pas, par définition, pas délocalisable. Ça crée plus de liens sociaux. Donc, ça répond aussi un peu au sujet gilets jaunes, etc. Ça répond à la crise climatique, clairement, parce que ça fait moins de transport. Donc, ça, c'est une dimension. La dimension économie circulaire qui est liée à ça. Les énergies renouvelables qui, par définition, créent des emplois là où sont produites ces énergies, donc qui ne sont pas délocalisables, etc. Donc, il y a plein de dimensions dans la transition écologique qui méritent d'être mises en avant mais de manière très précise et très concrète et très locale, notamment autour de la dimension de l'économie locale, pour leur contribution à la relance économique, de manière précise, pas de manière générale, en disant « la transition écologique, c'est tant de millions de jobs », ça ne marche pas, parce que d'abord, c'est très abstrait, ça ne parle pas aux gens.
notamment dans le cadre des entreprises, il y a eu l'idée que la RSE, le développement durable, la transition, c'était une approche incrémentale de progrès continu, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire, et ça, on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour résoudre les problèmes qu'on doit résoudre en plus de manière assez rapide, parce que moins on les résout vite, plus il va falloir être un peu efficace dans la façon de les résoudre. Donc, la première chose, ça rejoint un peu courage et ambition, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pousse les entreprises à sortir de cette logique incrémentale pour entrer dans une logique plus radicale. C'est-à-dire, donnez-vous un peu plus de temps, le cas échéant, donnez-vous 5 ans ou 10 ans, mais visez le zéro déchet, le 100% énergie renouvelable, le 100% de produits ou 100% du modèle économique aligné avec la transition, etc. Même si vous ne l'atteignez pas, il y a une vertu à se fixer des objectifs radicaux, c'est que ça vous oblige à changer de trajectoire en fait. On n'est plus sur du business as usual, on est forcément sur quelque chose qui va être plus disruptif, on dirait. Donc il y a aussi le passage à l'acte, c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir une stratégie hyper béton, hyper acceptée par tout le monde, hyper parfaite d'abord parce que ça n'arrivera jamais, et que le moment où on va commencer à se dire « Ah non mais là c'est pas parfait, il faudrait qu'on retravaille » ou qu'on… Bon ben là on va perdre des mois, voire des années pour arriver à quelque chose qui in fine sera trop complexe, pas appropriable par les gens, etc. Donc il y a toujours une vertu à l'action, et dans le cas des entreprises encore plus, ça pour le coup elles le comprennent en général pas mal, il y a une vertu à lancer assez rapidement des choses qui concrétisent par exemple son travail sur la raison d'être, qui est une mise en récit de la contribution positive que l'entreprise veut apporter à la société, à la planète, assez rapidement. Ça doit se traduire dans des choses visibles pour les salariés, les clients, les parties prenantes, des choses très concrètes qui prouvent que c'est pas du blabla. D'une certaine façon, quand la Maïf me dit ma raison d'être, c'est le mieux commun, etc., c'est pas très clair, je trouve, c'est un peu flou, on sait pas trop ce que ça veut dire, à part assureurs militants qui disaient déjà. Soudain, quand on est au début de la crise sanitaire et qu'ils disent les 100 millions d'euros d'économies que je vais faire sur la sinistralité automobile, comme je ne travaille pas pour les actionnaires, mais pour mes sociétaires, je vais les reverser à mes sociétaires. Là, on est sur un truc très concret et on comprend tout de suite un peu mieux ce que veut dire cet engagement qui sinon peut apparaître comme un peu haut, un peu blabla. Je pense qu'après, il y a une stratégie d'influence à mettre en place à travers des collaborations. Je pense qu'il y a une des vertus au fond de ces démarches dans les entreprises, c'est de comprendre que l'entreprise, elle ne fonctionne pas en vase clos, elle ne fonctionne et ne marche bien qu'en interdépendance avec ses environnements naturels, humains, sociaux, etc. Donc, très vite, et y compris pour lancer des actions rapides, il y a une vertu énorme à le faire avec d'autres. Et y compris, et ça sera aussi un point d'ailleurs pour les leaders dans les services publics, à le faire avec des alliances, j'allais dire contre nature, entre ceux qui travaillent pour des intérêts privés et ceux qui travaillent pour le bien commun, etc. De manière croissante, une ville, par exemple, ne peut pas avoir de stratégie climat crédible si elle ne mobilise pas les acteurs économiques qui font l'essentiel des émissions de CO2 dans la ville. Elle peut toujours travailler sur le déplacement de ses agents, etc. Mais c'est ce que font d'ailleurs les plans climat souvent, mais du coup, ils ne sont pas très efficaces. La seule façon de faire, c'est d'arriver à travailler avec des collaborations, à nouveau, très innovantes, très inattendues. Ce qu'on a vu aussi dans la crise un peu avec les makers qui travaillaient avec le CEA, avec Renault, etc. pour fabriquer des respirateurs. Donc c'est vrai que cette idée d'alliance un peu hybride, pour être plus efficace, elle gagne à être mise en œuvre aussi du côté des entreprises comme du côté des autorités publiques. Alors, je pense que pour les cadres qui travaillent dans les ministères, comme pour les gens qui travaillent dans les entreprises, il ne faut pas non plus se dire « Ah, notre situation, elle est hyper différente. Nous, on a conscience des problèmes et on est très déprimés. On essaie de faire avancer les choses et on n'y arrive pas et on est très déprimés. » C'est la même chose dans les entreprises, franchement. Donc, il y a un petit concept, moi, que j'aime bien, qui est l'idée… Alors, je suis désolée, c'est en anglais et en plus, ça parle des entreprises, mais c'est le concept de corporate hacking. L'idée que dans les entreprises, de manière croissante, comme les gens trouvent plus de sens à leur boulot, ils décident de devenir corporate hackers, c'est-à-dire qu'ils vont hacker en quelque sorte les processus de l'entreprise et notamment passer à côté des règles quand elles ne marchent pas, voilà, pour le bien commun en fait, pour faire avancer finalement l'entreprise dans le bon sens. Il y a plein d'histoires dans l'éducation, dans les services publics aussi et dans les entreprises, de gens qui comme ça utilisent la marge de manœuvre qu'ils ont dans leur job. Plutôt que de se dire, non, je pars, je regarde, ok, ma marge de manœuvre, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire qui fasse avancer les choses dans le bon sens dans cette marge de manœuvre-là? Et en fait, chacun a 1000 choses à faire. Ça peut commencer par, moi, je suis en charge d'organiser, j'en sais rien, les buffets quand on fait des réunions. Et on va passer au commerce équitable, au bio, au local. Enfin, il y a non, pas de produits jetables, pas de gobelets. Enfin, il y a plein, chacun sur son périmètre peut jouer ce rôle-là. Et s'il y en a beaucoup, en général, en plus, très vite, ils se repèrent les uns les autres. Il y a des espèces de réseaux informels
qui se mettent en place. Et les organisations, franchement, les ministères comme les entreprises, ont en vrai tout intérêt à laisser émerger ce corporate hacking. Ça crée un peu de désordre, mais en fait, cette entropie-là, c'est aussi une bonne énergie, puisque c'est bien intentionné, c'est une bonne énergie pour faire avancer l'organisation. Un autre petit conseil qui marche pour les fonctionnaires, pour les ingénieurs, pour les gens qui sont un peu perfectionnistes, et c'est une qualité en général, c'est de pratiquer. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jaime Lerner, qui a 80 ans maintenant, qui a été 5 fois maire de Curitiba et 3 fois gouverneur de l'État du Paraná au Brésil, et aussi il est architecte lui de formation. Et il a écrit un petit bouquin qui est traduit en français qui s'appelle L'acupuncture urbaine, où il explique, à partir de son exemple à Curitiba, mais ça marche pour plein de choses, et notamment pour les systèmes complexes que traitent les agents d'un ministère, je suppose. Il dit en fait, pour transformer un système complexe, il ne faut pas essayer de tout maîtriser, ça ne marche pas, c'est impossible. Et accessoirement, on perd du temps, et on perd de l'énergie, et on s'épuise, et ça n'avance pas, et ça nous déprime, etc. Et il dit, en fait, il faut faire comme avec l'acupuncture, c'est-à-dire repérer 2 ou 3 points d'énergie, en se disant si on concentre nos efforts sur ces points d'énergie, sur le fait de faire bouger ces points d'énergie, ça peut faire basculer le système. Et lui, il donne l'exemple à Curitiba, il a choisi 3 sujets, il a choisi les espaces verts, les transports publics et les déchets. Et en travaillant juste ces 3 points-là, non pas qu'il ne se souciait pas de la santé, mais en gros, on ne peut pas tout maîtriser, sinon c'est les assiettes chinoises, vous passez votre temps à courir, vous épuisez et tout finit toujours par tomber. Avec ces 3 points-là, ça a suffi pour faire bouger la ville. Et donc je pense que le conseil finalement à des gens qui sont dans les ministères, c'est d'essayer de faire ça sur les systèmes complexes qu'ils essaient de faire bouger, en se disant c'est quoi les points d'énergie sur lesquels à la fois moi je suis motivé, j'ai une marge de manœuvre, mon sujet du corporate hacking, et qui ont la capacité, vraiment comme des points d'acupuncture, à faire bouger le système plus vite. Lorsqu'on parle de transformation, je pense qu'il y a plusieurs leviers que l'on peut utiliser. Le premier, qui à mon sens est essentiel, c'est la question du collectif et la question du sens. On ne peut pas mener de transformation hors sol. Il faut faire avec les salariés de l'entreprise, il faut construire le changement et la transformation avec eux. Et la première étape à ça, c'est qu'ils soient sensibilisés et qu'ils connaissent les enjeux auxquels ils font face. Le deuxième point, c'est de bien prendre en compte la complexité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'écologie, on a besoin d'être dans une vision systémique du contexte, des parties prenantes, de l'écosystème dans lequel l'entreprise est. Et lorsqu'on parle d'une grande entreprise, on parle de chaînes de valeur souvent qui s'étalent sur plusieurs pays, plusieurs territoires. Donc comment est-ce qu'on va prendre en compte cette complexité? Troisième point, c'est d'avoir un cap clair, une vision claire de là où on veut aller, d'avoir de la ténacité, parce que la transformation, le changement demande ça, mais aussi d'être en capacité de prendre du recul à certains moments pour ne pas devenir totalement buté et en fait louper une partie de ce que l'on souhaite faire. Enfin, quatrième levier pour moi, ce sont d'ouvrir des espaces d'innovation, des espaces de prototypage, des espaces où on va pouvoir créer des offres de services alternatives, où on va pouvoir monter des projets dont l'objectif est l'impact. Et ça, en fait, c'est particulièrement important parce qu'une grande entreprise et toute entreprise, elle va avoir son modèle d'affaires historique qui aujourd'hui permet à l'entreprise de fonctionner, au niveau des emplois, au niveau de l'économie. Mais pour pouvoir le modifier, elle a aussi besoin d'innover en changeant ses processus, en changeant son point de vue, et c'est en prototypant, en ouvrant des espaces d'initiative qu'elle va y arriver. Enfin, sur ces questions de transformation, je pense que pour les acteurs qui, au cœur de l'entreprise, agissent sur ces sujets, il faut du temps et il faut être aussi en capacité d'aimer ce que l'on fait et d'aimer ce changement, sinon ça devient vraiment un sacerdoce. Quand on parle de service public, je pense que c'est important de le relier à la notion de commun. Et quand on parle de commun, on parle évidemment d'infrastructures, mais aussi de ressources que l'on partage et que l'on gère collectivement. Je crois qu'aujourd'hui, la conscience environnementale, la conscience écologique qui augmente au sein de la population a un impact fort sur cette question des communs. Vous avez de plus en plus de citoyens qui se réapproprient ces communs et qui de fait se réapproprient
la question du service public. Ils ont envie de prendre part aux décisions, ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie de savoir aussi comment sont partagées les ressources et est-ce qu'elles sont bien protégées. Et ça, je pense que c'est un aspect très important du service public en transition. Ça amène de la pression, ça amène de l'exigence, ça amène plus de responsabilités sur les acteurs politiques, sur les acteurs administratifs, sur les acteurs privés également, qui parfois gèrent une partie de ces services publics. Je pense que le deuxième aspect, c'est qu'on est en train de passer à une vision moins en silo et une vision beaucoup plus systémique. Quand on parle de résilience territoriale, on est obligé de regarder le territoire dans une vision systémique, en parlant d'alimentaire, en parlant de ressources, et en designant en fait des projets qui vont répondre à ça. Je peux prendre l'exemple du projet qui se déroule aujourd'hui à Rennes et avec la métropole rennaise, où les services d'eau qui gèrent l'ensemble du périmètre travaillent avec des agriculteurs pour protéger les captages d'eau potable. Mais aussi, ces mêmes agriculteurs sont en contrat aujourd'hui avec les métropoles rennaises pour fournir aux cantines de l'alimentation bio et locale, et donc augmenter le pourcentage d'alimentation bio et locale dans les cantines. Un autre aspect, ça va être par exemple sur l'habitat. On peut observer aujourd'hui sur des ZAC, par exemple, que des aménageurs vont pousser à la structuration de filières, par exemple c'est le cas de plus en plus sur les questions de biosourcés, pour que justement on ait des filières économiques qui s'organisent avec des impacts systémiques sur un secteur qui est l'habitat. Donc comment est-ce qu'on va vraiment travailler cette résilience du territoire de manière plus systémique et en s'appuyant sur les services publics et les outils du service public. Enfin, troisième élément, je crois qu'aujourd'hui, dans la transition, on a des nouveaux acteurs qui apparaissent, des acteurs qui sont positionnés et qui ont envie d'avoir un impact positif sur les territoires. On voit que sur certains secteurs, comme celui des déchets, on a de nouveaux acteurs qui vont se positionner sur des flux comme les matières organiques par exemple et qui vont proposer des technologies différentes, qui vont proposer des services différents. On va aussi avoir une remise en cause des systèmes technico-économiques. C'est le cas dans l'assainissement. Comment est-ce qu'on passe d'une toilette sans eau potable par exemple? Et on a aussi des entreprises qui innovent, et notamment à l'international sur ces sujets. Et puis, on va avoir au sein de ces acteurs, des acteurs qui vont plutôt privilégier, par exemple, des solutions basées sur la nature pour résoudre des problématiques que l'on va se trouver en ville, en zone périurbaine, etc. On peut prendre l'exemple des îlots de chaleur et de l'utilisation de la renaturation et de la végétalisation. Nos services publics sont bien en transition, sous l'impulsion à la fois des citoyens, des politiques, mais aussi des techniciens, des ingénieurs et des entreprises qui travaillent à développer des nouveaux modèles de réponse à ces enjeux. Openland, c'est une fabrique de projets évolutionnaires qui a pour objectif d'accompagner le maximum de professionnels sur les questions de transition écologique. Notre objectif, c'est de relier écologie et économie, de pouvoir mettre en œuvre une économie régénérative, c'est-à-dire une économie qui ne détruit pas en produisant, qui ne détruit pas le climat, qui ne détruit pas la biodiversité, les ressources disponibles, mais qui ne détruit pas non plus les humains et les relations entre eux. Pour nous, cette économie régénérative, elle est absolument essentielle pour créer un monde vivable, acceptable dans les années qui viennent. Nous avons d'immenses enjeux collectifs face à nous et nous pensons que pour répondre à ces enjeux, les plus grandes parties des solutions se trouvent aujourd'hui dans la façon dont nous faisons chacun nos métiers. Pour ce faire, nous avons un parcours en 3 étapes. Le premier, c'est la sensibilisation. Prendre conscience des enjeux auxquels nous devons faire face et prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, il y a déjà des pionniers qui agissent sur ces enjeux et qui nous montrent la voie. La deuxième étape, c'est la formation. Comment je vais me former? Comment la question du carbone impacte mon métier? Quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser pour développer des projets impact? Et la troisième partie, c'est le soutien à l'innovation, à la transformation. Soutenir des personnes qui ont envie de développer des projets impact, des jeunes entrepreneurs. Accompagner les entreprises qui souhaitent transformer leur modèle d'affaires. Et aussi soutenir des projets démonstrateurs qui pourront être des exemples pour les territoires et pour les acteurs de ces territoires.
Le premier, c'est qu'on observe depuis 2018 une prise de conscience sur les questions écologiques bien supérieure. De nombreuses personnes se questionnent, ont envie que cette question de l'écologie ne soit pas seulement présente à la maison, mais dans leur métier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, on observe aussi que ces mêmes personnes ont du mal à savoir comment faire, comment je vais transformer mon métier, comment je vais passer à l'action. Aujourd'hui, quand on est une organisation, une entreprise ou un territoire, l'important c'est de savoir quels sont les impacts que l'on a, et notamment sur les questions écologiques, et donc avoir une vision claire de son empreinte sur l'ensemble de sa chaîne de valeur permet déjà de guider l'action là où elle est plus importante et où elle sera le plus signifiante. Ensuite, pour pouvoir accompagner une transformation, pour pouvoir changer une culture d'organisation, pour pouvoir accompagner les parties prenantes d'un territoire, il me paraît essentiel d'avoir des projets très concrets, démonstrateurs, même parfois petits, mais qui vont montrer que c'est possible et qu'ils peuvent être déployés, qu'ils peuvent être mis en œuvre dans d'autres contextes. Et ça, c'est à ça qu'on s'emploie en travaillant sur l'innovation, en travaillant sur le prototypage, mais aussi en travaillant sur le soutien aux entrepreneurs à impact. Le dernier enseignement, c'est qu'aujourd'hui, dans le montage de projets, dans les prises de décision que nous avons chaque jour, nous devons intégrer de nouveaux indicateurs, et notamment des indicateurs écologiques. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme un accélérateur de sens et d'engagement. Chaque jour, avoir à cœur de mettre le vivant et la nature dans son métier, pour soi aujourd'hui et demain pour les générations futures, me paraît être une belle mission. Bon, une première raison assez simple, c'est qu'on vit tous dans le même monde. Quand on parle d'enjeux écologiques, on parle d'enjeux globaux. Si on parle de climat, le climat se réfléchit au niveau mondial. Donc ça me paraît être une nécessité déjà pour ce premier point. Deuxième élément, beaucoup de nos systèmes de production sont internationaux, sont sur des chaînes de valeur qui sont intriquées entre plusieurs pays, avec des impacts qui sont sur divers territoires. Donc ça me paraît être aussi une deuxième très bonne raison. Enfin, on a une question de responsabilité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, notamment sur la question du climat, ce sont les populations les plus riches qui produisent le plus de carbone. 50% de la population mondiale produit autant de carbone que 1% des plus riches de la population mondiale. Donc ça nous donne aussi une responsabilité très importante. Dernier élément à prendre en compte pour moi sur ces questions internationales, c'est la question de l'innovation. On observe aujourd'hui beaucoup d'innovations dans le secteur de la santé et de l'agriculture en se basant sur l'innovation low-tech frugale. C'est particulièrement le cas en Inde. On a également de l'innovation sur des services publics, sur des questions d'économie circulaire. Je pense au cas de Sanergy au Kenya, qui travaille sur l'assainissement, qui met en place des toilettes et qui, avec les bouts d'assainissement, fait du compost. Troisième exemple, sur le développement de services décentralisés, plus rapides, plus efficaces. On a évidemment l'exemple du téléphone portable, mais je prendrais surtout l'exemple d'M-Pesa au Kenya, qui en fait a permis à des habitants des bidonvilles, souvent des personnes qui sont non bancarisées, d'avoir accès à des services via leur téléphone portable et avec une efficacité redoutable. Tous ces exemples, ils contribuent aussi à nous questionner sur nos propres modèles et sur la façon dont aujourd'hui nous pensons nos services publics, nos modèles d'affaires et comment nous impactons les questions écologiques, sociales et sociétales dans la façon dont nous faisons nos métiers.